Alors pour conclure, simplement, je dirais avec Saint Paul, ils sont inexcusables. Youhou! Nous avons vu précédemment justement en quoi l'abbé était inexcusable, les nombreuses erreurs faites en phylogénie, en cladistique, en paléontologie, mais aussi en histoire des sciences. La plus grosse erreur étant d'avoir une vision finaliste et essentialiste. Eh bien, nous allons poursuivre, nous allons continuer à constater l'étendue des méconnaissances en biologie de l'évolution de l'abbé. Et il existe toujours sur Terre actuellement ce qu'on appelle des fossiles vivants. Alors bien sûr, on cite le chélacanthe, un poisson qui est vieux de 70 milliards d'années, qui n'a pas évolué depuis. Certains cafards ou libellules qui sont inchangés depuis 320 millions d'années, excusez-moi, c'est des 70 millions d'années. Et puis dans les petites cellules vivantes, alors le Cacacebia umbrellata, qui a 2 milliards d'années. Donc l'abbé nous dit que le latimeria actuel, c'est la même chose qu'un coélacanthe il y a 70 millions d'années, alors que bah c'est plus petit, ça n'a pas la même forme. Bah du coup, hop, on dit quand même que c'est pareil, et que du coup, bah il n'y a pas d'évolution. Donc ici, bah du coup, je vous ai mis les deux espèces de latimeria qui existent aujourd'hui, Latimeria menadaensis et Latimeria calumnae, prononciation improbable, je sais, je peux les reconnaître à l'œil nu. D'autant plus que les données génétiques, à partir des populations actuelles, me montrent que ces deux espèces se sont séparées il y a 40 millions d'années. Ça nous dit que leur génome change. Et si je regarde les nageoires des sélacantes actuels, les latimeria, par rapport à des sélacantes dans des temps plus reculés, avec Shoshonias, bah, les nageoires n'ont strictement rien à voir entre elles. Au niveau des crânes, bah, donc là c'est Macropoma, le genre, donc c'est les fossiles les plus récents, et si je regarde la structure du crâne, les os, je vais voir que c'est pas les mêmes. C'est pas une question de variation au sein d'une espèce, c'est une question de stabilité d'un caractère au sein de plusieurs espèces. Notamment l'insertion de la nageoire, je vais dire pectorale. Je vois que chez la Timaria, c'est l'os en verre, elle s'insère à la base de l'arrière du crâne, alors que chez Macropoma, elle s'insère au milieu. Donc bien sûr, bah, si on n'y connaît rien en anatomie crânienne, on pense que c'est pareil. C'est manque de chance, c'est pas comme ça que fonctionne la science. Du coup, on est capable de reconstituer un arbre phylogénétique pour les sélacantes. Et si je veux prendre une espèce qui ressemble à la Timeria, je vais sûrement pas prendre Macropoma à 70 millions d'années, je vais plutôt taper dans Selacanthus ou Rebellatrix, donc entre 200 et 250 millions d'années, bien avant. Donc là on pourrait dire que ouais, bah, c'est pareil, ça n'a pas changé, sauf entre temps, bah, ça a changé. Au passage, en bas, on en a compté le nombre d'autapomorphies, de nouveaux caractères apparus, spécifiques au groupe, par million d'années, et là, bah oui, on voit que chez les sélacantes, c'est lent. Les caractères apparaissent, les caractères innovants apparaissent beaucoup plus lentement que chez d'autres espèces, d'autres genres. Oui, en même temps, ça veut dire qu'ils apparaissent, et que donc l'espèce évolue. Et sinon, bah, Coelacanthus ou Rebellatrix, bah, c'est pas la même taille. Il y a une influence de l'environnement sur la taille qui fait que bah, les espèces ont évolué en fonction des conditions du milieu. Par exemple, l'absence de prédateurs pour la Timeria. Bah, du coup, pas de généalogie. Oui, c'est différent, c'est sur des branches parallèles. On date, on met les fossiles et on voit que ça a changé. Au contraire d'être un fossile vivant, d'ailleurs, détail amusant, la Timeria, des deux espèces actuelles, nous n'avons aucun fossile de la Timeria. C'est un fossile vivant dont il n'existe aucun fossile. On appréciera l'ironie de la situation. Au contraire, le Sélacanthe nous montre qu'il y a une évolution à la fois génétique et morphologique. Alors le fossile vivant, il en prend un coup. Sinon, attention au discours sur la même forme. On peut avoir une même forme par homologie, parce qu'on partage un ancêtre commun chez qui bah, cette forme a été fixée. Et tous les descendants, toutes les espèces qui en descendent, ou tous les groupes successifs, vont garder ces caractères communs, cette forme. À ce moment-là, bah, on parle d'homologie. Mais on peut aussi avoir la même forme parce que dans le milieu, il y a des contraintes mécaniques, physiques, mais aussi une sélection
qui fait que les populations vont s'adapter en optant pour les mêmes solutions. À ce moment-là, on parle de convergence de forme, d'analogie. Donc ici, une blatte actuelle, dans l'encadré en blanc, par rapport à une blatte du Carbonifère, il y a 300 millions d'années, 320. Donc j'avais bien dit que la baie avait un problème de queue, on revient toujours sur cette histoire, la région postérieure est un tabou a priori, la baie ne voit pas cette chose qui dépasse. C'est un ovipositeur, c'est-à-dire un organe qui permet de pondre des œufs. Si je regarde Permien, je vois toujours cet ovipositeur qui est présent. Au Crétacé, il est présent mais plus petit. Ah bah du coup, je peux faire une phylogénie sur ces caractères. On est au Carbonifère, par exemple. Donc les insectes présents ont des ovipositeurs, bien visibles, bien développés. Dans ces populations, on va avoir un nouveau caractère, la réduction de l'ovipositeur, qui va permettre de distinguer deux populations. Du coup, l'homme va coller l'étiquette Dictyoptère sur ce groupe. Ce groupe est d'ailleurs désuet. Il faudrait rajouter les termites en plus maintenant. Et là, on arrive au Mésozoïque. Je vais avoir encore cette réduction de l'ovipositeur, et en plus on va avoir des fossiles maintenant avec des oothèques externes, des poches à œufs. Là du coup je vais avoir un nouveau groupe. Et ce phénomène a continué. L'ovipositeur est devenu complètement caché, et l'oothèque s'est développée, elle est maintenant enveloppée. J'ai bien le groupe de mes blattes modernes. Du coup, au Carbonifère, il y a 320 à 300 millions d'années, les blattes modernes n'existaient pas. Elles n'ont pas les caractéristiques des blattes actuelles. C'est-à-dire qu'il y a eu évolution. Les blattes les plus anciennes modernes, on va remonter à 140 millions d'années, à la fin du Jurassique, au début du Crétacé. Quant aux libellules, alors quand je disais que j'étais mauvais dans la classification des odonates, bim, voilà, j'ai dû réviser. Alors, les libellules, on les classe en fonction de la structure des ailes, entre les espèces qui ont des ailes avant et arrière identiques, isoptères, et des ailes différentes, les anisoptères. En plus, chez les libellules modernes, les ailes présentent un nodus et un ptérostigma. Si je compare ça avec des libellules anciennes, ici j'ai une libellule du Carbonifère. Je vais avoir du mal à dire que c'est pareil. Les ailes sont identiques. L'abdomen, ça se termine en plus par des cercles, par deux petites queues. Ici une libellule moderne, actuelle, pas de problème. Il faudrait regarder aussi les pièces buccales. Encore un autre genre de libellule. Donc il n'y a pas une libellule, il y a différents genres de libellules avec des caractéristiques propres. Mais je retrouve toujours des ailes, des paires d'ailes différentes. Un nodus, un pérostigma, que je n'ai pas chez les fossiles. Avec ici, Meganeura par exemple, 70 cm d'envergure. Je n'utiliserai pas l'argument de la taille parce que je pense qu'au Carbonifère, on parle beaucoup des insectes géants, mais il y avait aussi des insectes de taille classique. Donc là, je vois bien que c'est pas de la libellule moderne. Il est isoptère, il manque des éléments aux ailes. Voilà, donc l'arbre phylogénétique. Alors les libellules, les odonates, c'est le nœud 19. Il remonte à 250 millions d'années. Donc quand l'abbé dit qu'on a des libellules qui sont identiques aux odonates à 300-320 millions d'années, c'était pas possible. Là aussi, ça nous montre qu'il y a eu une évolution, avec une adaptation de la structure des ailes, par exemple. Ici, alors là, attention, ça envoie du lourd. Donc, Cacabechia. Alors, le monde est petit et par un heureux hasard, il se trouve que je connais une des rares personnes qui a publié dessus, en France, qui plus est. On en a parlé. Et en lisant la thèse publiée par son équipe, la question du statut de Cacabechia, c'est quelque chose d'assez conséquent. Déjà, la forme. Une tige avec une structure hémisphérique, c'est très vague. On va pas classer à partir de ça. Ensuite, on obtient la même chose avec des solutions de silice ou du kérogène. On en reparle après. Et on obtient les mêmes formes. C'est ce qu'on a ici sur les photos. Donc des formes sphériques, des tiges, c'est pas le propre du vivant. Et quand je compare ça à des fossiles trouvés dans les couches de l'époque, 2,5 milliards d'années,
Au final, difficile d'être capable de juger de la nature organique, de l'origine biologique de ces fossiles. D'autant plus que, un problème, c'est que pour faire des micro-fossiles, pour qu'on fossilise des bactéries, il faut que celles-ci aient une grosse paroi bien épaisse, bien résistante. Or, une tige avec une structure hémisphérique, de nos jours, les êtres vivants, par exemple les acétabulaires, il n'y a pas de grosse paroi à l'extérieur. Donc là aussi, comment ça a pu se fossiliser? C'est un autre problème. Et quand je dis qu'on obtient ça en laboratoire, là, voici une croissance d'une solution minérale. Moi j'ai mon KKBK sous les yeux, et je sais que c'est pas biologique ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que les couches de cette époque, à 2,5 milliards d'années, elles ont subi une diagénèse, avec une pression et une température qui augmentent. Là ici vous avez le diagramme de la fenêtre à huile. Donc avec notamment, on voit que à partir d'une certaine profondeur, sous l'action de la température plus que la pression, les molécules organiques, la matière organique en décomposition, va subir des transformations. Elles vont être réduites, les molécules vont être cassées, et du coup, je vais avoir la formation d'une huile, d'une substance liquide, ce qu'on appelle un kérogène. À faible profondeur, si ce kérogène remonte en surface et qu'il recristallise, reforme, il peut donner les structures qu'on observe. On l'a obtenu en laboratoire. Mais du coup, je peux expliquer la présence de ces structures par des processus géochimiques et non pas par un processus biologique. Quant à la forme actuelle, la question est de savoir est-ce que c'est vivant en fait. Si on regarde les études, déjà, la plupart des études citées actuellement ne renvoient qu'à l'étude de 60. Et dans les années 60, en fait, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont utilisé un bouillon obtenu à partir de sol, sans faire le tri. Et dans les expériences, la personne qui a publié le dit très bien. On injecte une solution de sol dans un milieu reconstitué, on regarde au microscope, on voit les structures apparaître, et puis elles disparaissent. Et on n'en trouve plus. Plus jamais. Le seul moyen d'en retrouver, c'est de réinjecter de la solution de sol. Or, le problème, c'est que ça, on peut l'attribuer à un processus géochimique, minéral, plus qu'à un processus biologique. Les expériences sur Mars, il y a eu le même coup. Et donc, on l'a pas isolé KKBK, on a juste observé des structures dans une solution de sol. Les graphiques, il n'y en a pas. Donc dire que ça consomme de l'ammoniac, non, c'est vide. On a trouvé ça dans une solution qui est riche en ammoniac. On n'a pas de graphique de consommation d'ammoniac. Et cerise sur le gâteau, les données génétiques, il n'y en a aucune. Alors dans les années 60, ça a passé. On est en 2010, on a dépassé les années 2000, et on n'a aucune donnée génétique dessus. Or, ça serait quand même super intéressant d'en avoir. Au point qu'il y a des autres auteurs qui parlent de groupes poubelles. Un groupe qui se serait maintenu aussi longtemps, on devrait trouver de temps en temps des fossiles dans les échantillons qui correspondraient à ça. Or là, c'est le vide intersidéral entre les deux. Il n'est pas question de dire que c'est faux, c'est que dans l'état actuel des connaissances, on ne sait pas, il n'y a pas d'éléments qui permettent de trancher en faveur d'une origine biologique. Voici ce que disait Jean Rostand, un évolutionniste français. La théorie de l'évolution ne fournit aucune réponse à l'important problème des origines de la vie et ne présente que de fausses solutions au problème de la nature évolutive des transformations. Alors je pense que même Rostand, s'il entendait qu'il était évolutionniste, il se retournerait dans sa tombe. Alors c'était un biologiste, il avait le statut de polémiste, parce qu'il a publié en 39, il a publié en 60, il s'est exprimé sur les domaines de la biologie, et il considérait que le darwinisme, c'était une idéologie. L'abbé fait de la science avec 60 ans de retard pour nous dire que actuellement on n'a jamais prouvé l'évolution. Ça pose problème au niveau de la méthode et de l'honnêteté intellectuelle. C'est comme dire que la théorie du laboratoire des phénomènes acoustiques ne permet pas d'expliquer l'origine des émetteurs du son, donc que les phénomènes acoustiques, le son, n'existe pas. Bien sûr, le son existe, la théorie du laboratoire a pour fonction de décrire la propagation du son, elle n'a pas fonction à expliquer l'origine des émetteurs du son, donc du coup, ce serait stupide de dire que le son n'existe pas. En biologie, c'est la même chose. La théorie de l'évolution, c'est la théorie de l'origine des espèces, c'est aussi la théorie de la variation au sein des populations, c'est aussi la théorie de la descendance avec variation. En aucun cas, dans la littérature, c'est la théorie sur l'origine de la vie.
Ce n'est pas son champ de discipline. La théorie de l'évolution est une théorie qui permet d'expliquer, d'un côté, la variation au sein des populations, et de l'autre côté, la stabilité des espèces. Dans les deux cas, l'origine de la vie, c'est pas son problème. Le gueulophone est asynchrone. Oui, il a un métro de retard, je suis déjà à la correspondance qui m'a pas encore poinçonné mon ticket. Ah. Il déconne, hein. Vous avez dû mettre les piles côté face. Je ne vois pas d'autre explication. Quand on parle à un docteur de mutation génétique, un médecin, il pense tout de suite maladie. Alors, pour une mutation favorable qui pourrait peut-être se produire, effectivement, combien de mutations vont abîmer, vont détruire? Et pour produire un organe, il faut plus qu'une mutation. C'est incroyable. Forcément, ça devait arriver. Vu le nombre de bullshit à l'heure, il y a un moment, l'abbé devait avoir raison. Voilà. Oui, un organe fonctionnel n'est pas le seul résultat de la mutation. Il faut qu'il y ait d'autres processus. Il y a des processus de diversification, avec la mutation, la dérive génétique, les migrations, mais on a aussi un processus de sélection, avec les différentes formes de sélection. On a aussi des processus liés aux contraintes du développement embryonnaire, et on a aussi une histoire, avec un grand H. Et l'ensemble de ces phénomènes vont aboutir à la présence d'organes fonctionnels, ou de populations adaptées. Mais ne résumer ça qu'à la mutation, ce serait complètement faux. Oh, incroyable, il a réussi. Sans le faire exprès en plus, c'est un génie. Sinon, en effet, si je demande à mon médecin, il va me dire que les mutations c'est des maladies. Voilà, si maintenant j'en conclus que l'évolution est impossible à partir de la déclaration de mon médecin, le problème c'est moi, c'est pas mon médecin. Par exemple, si je demande à un Marc-André Sellos de me parler de mutation, il peut me parler aussi de lactase persistance. C'est la capacité à digérer le lait chez l'adulte. Il n'y a que les humains qui ont ça chez les mammifères. Cette mutation est tellement rare, c'est tellement impossible, qu'on en a 4 différentes, dans 4 populations différentes, qui ont eu lieu en moins de 5000 ans. 3 en Afrique, 1 en Europe. Mais il peut aussi me parler de sélection des levures pour fabriquer de la bière. Des levures qui vont pouvoir fermenter dans un milieu riche en alcool. Ça, on les obtient par sélection artificielle, à partir de mutations artificielles. On les fait muter, on sélectionne celles qui nous intéressent, on élimine les autres, et on garde que les bonnes. Sinon, on peut demander aussi à un Guillaume Lecointre. Les mutations, il va nous parler de désadaptation. Des individus qui perdent un caractère et qui en tirent un avantage. Des poissons qui vivent dans une eau extrêmement froide en Arctique, le fait qu'ils ne produisent plus d'hémoglobine ou de myoglobine, je ne sais plus laquelle des deux, pour eux c'est un avantage. Ils consomment moins de ressources, et vu que l'eau est très riche en dioxygène, ils arrivent à respirer quand même. On peut aussi parler de GLN1. C'est une mutation qui a été présente chez Denisova, a priori, qui a été transmise à Homo sapiens, et ça donne une adaptation, ça donne une population qui est capable de respirer plus facilement en altitude. Et si je compare avec des populations adaptées dans la cordillère des Andes, je vais voir que c'est pas les mêmes mutations, que c'est pas forcément les mêmes solutions qui ont été adaptées, mais en tout cas, je vais voir que il y a bien eu un avantage qui est obtenu à partir de la mutation. Et encore mieux, avec la drépanocytose, c'est une mutation qui entraîne une maladie, l'anémie falciforme, et je me retrouve avec des globules rouges en forme de faux. Alors, c'est pas très pratique, c'est une anémie. Toutefois, quand je vis dans une région où il y a du paludisme, je vais avoir une sélection positive, parce que mes globules rouges vont être plus résistants aux parasites, et donc je vais être plus résistant à la maladie, et je vais donc avoir un différentiel reproductif. Mais dès qu'il n'y a plus de malaria, de paludisme, ça redevient une mutation négative. Il y a des mutations, et selon l'environnement dans lequel je me trouve, les individus vont pouvoir en tirer des avantages, des inconvénients, ou rien du tout, parce que les mutations neutres, ça existe aussi. Mon médecin est certes compétent dans son domaine, toutefois son domaine de compétence n'est pas l'évolution. Quant à prétendre que la théorie de l'évolution est fausse, parce que sinon la conséquence serait qu'il y aurait eu de nombreux morts pour arriver à une évolution, le problème c'est que la science est amorale. Elle ne dit pas ce qui est bien, elle ne dit pas ce qui est mal, elle se contente de décrire la réalité à l'aide de théories. Par exemple, Guillaume Lecointre explique que quand il travaille dans son labo sur un poisson,
qu'il ait été anesthésié ou disséqué vivant, il obtiendra le même résultat. Et son résultat, il est amoral. Par contre, la société va lui demander d'anesthésier son poisson avant, à cause de considérations morales. Mais là, ce n'est pas de la science. C'est un jugement de valeur de la société. Donc, ce n'est pas tenir un discours scientifique que de porter un jugement de valeur comme l'abbé vient de le faire. Alors, avant de parler de mutation génétique, on va d'abord faire un calcul. Je vais chercher ce qu'on appelle le seuil d'impossibilité cosmique. De quoi s'agit-il? Lorsqu'un événement a moins de 1 chance sur 10 puissance 200 de se produire, on montre qu'il est impossible physiquement. Je vous épargne les 9 minutes de démonstration sur le sujet. C'est assez imbuvable. Et on va aller directement à la conclusion. Et encore, tout l'univers qui se coalise pour faire une cellule pas forcément vivante. C'est du grand délire. Tout ça pour ça. Alors, pour résumer, l'abbé nous dit qu'on n'avait rien et qu'ensuite on a une cellule complète, formée, fonctionnelle. Et que, en calcul, ça nous donne une chance sur 10 puissance 3 millions. Pour les protéines, c'est une chance sur 10 puissance 300. Et que du coup, c'est impossible parce que les probabilités sont en dessous de 10 puissance moins 200. Voilà, il appelle ça le seuil d'impossibilité cosmique et il prétend que c'est mathématique. Ça tombe bien, en science, nous, qu'est-ce qu'on dit? Que la cellule n'est pas apparue comme ça. Il a fallu d'abord avoir une chimie prébiotique, puis l'ARN, puis les membranes, puis les protéines, et que l'ensemble va former une cellule. L'ADN et les métabolismes, on ne sait pas trop à quelle position les mettre, dans quel ordre. Et on va raisonner en fonction de probabilités conditionnelles. La probabilité d'un événement est conditionnée à la probabilité de l'événement précédent. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus probable. Donc, première étape, la chimie prébiotique. C'est l'expérience du Urey-Miller dans les conditions expérimentales qui correspondent à des conditions de la Terre primitive, j'insiste. On obtient des molécules prébiotiques à partir de molécules minérales. Du coup, oui, les probabilités sont proches de 1. Du coup, notre ARN, à partir de ça, pareil, il va pouvoir se former facilement, surtout en présence d'argile. Les membranes, même chose, c'est des membranes phospholipidiques, une propriété des phospholipides, c'est de former des membranes, et en plus, en présence d'argile, c'est facilité. Donc je vois que du coup, je vais avoir mon ARN, dans certains cas, pris dans des membranes, c'est-à-dire qu'il y a un milieu intérieur qui va pouvoir varier par rapport à un milieu extérieur, être plus concentré, et du coup, je vais pouvoir avoir des protéines qui se forment plus facilement. Et au final, j'obtiens ma cellule. Voilà. En respectant les étapes qui sont chacune expérimentées, je vais pouvoir avoir un scénario qui me permet d'expliquer l'apparition de la cellule. Et pour ceux qui diraient que l'expérience de Urey-Miller n'est pas scientifique, d'une, le but était de montrer qu'il y avait une chimie minérale qui permettait de passer une chimie prébiotique, ça a toujours été exact et prouvé, du coup, par l'expérience. Et la question des milieux utilisés, nous sommes en 2019, nous avons trouvé, en science, une foultitude de milieux de terre primitive qui permettent la formation d'une chimie prébiotique. Il ne faut pas rester coincé dans les années 70-80. La science a progressé. Sinon, petit entracte. Le seuil d'improbabilité cosmique. On va voir. Je vais faire comme l'abbé, je vais faire mes calculs. Moi j'ai choisi la reproduction, parce que c'est cool se reproduire. Donc du coup, pour faire une cellule œuf, il nous faut un ovule et un spermatozoïde, ce sont des gamètes. La femme va produire 2 fois 10 puissance 23 ovules différents si on tient compte du nombre de chromosomes. 2 fois 23 chromosomes. 23 paires de chromosomes. L'homme, il va produire 2 fois 10 puissance 23 spermatozoïdes différents, uniquement si on tient compte des paires de chromosomes et qu'on les attribue un par un. Il y a d'autres mécanismes qui explosent ce résultat, mais on va s'en tenir à celui-là. Ensuite, j'ai ma fusion.
l'ovule fusionne avec le spermatozoïde. Du coup, j'ai 2 fois 10 puissance 23 que multiplie 2 fois 10 puissance 23, c'est du et, il me faut un ovule et un spermatozoïde. Et du coup, j'obtiens 2 fois 10 puissance 46 cellules œufs différentes possibles pour un couple. Ce couple a un enfant, c'est une chance sur 2 fois 10 puissance 46 enfants. C'est nos probabilités d'existence. Alors du coup, si j'applique ça à l'abbé avec ses parents avait 1,4 fois 10 puissance moins 14. À la deuxième génération, 2,8 fois 10 puissance moins 42. À la troisième génération, 1,17 fois 10 puissance moins 97. Et à la quatrième génération, 1,9 fois 10 puissance moins 208. Je viens de franchir le seuil d'impossibilité cosmique de l'abbé. Je suis obligé de conclure que l'abbé ne peut pas avoir prononcé ce raisonnement parce que l'abbé n'existe pas. Et là, je me dis qu'il y a un problème avec ce raisonnement. Soit l'abbé n'existe pas, il n'a pas pu avoir ce raisonnement, soit l'abbé existe, et ce raisonnement, au final, c'est du pipeau. Cette histoire de seuil d'impossibilité cosmique ne tient pas la route, déjà parce que c'est la méthode du calcul de l'abbé qui n'est pas bonne. Quand l'abbé part d'une protéine donnée et calcule les chances qu'elle apparaisse comme ça d'un coup de baguette magique, oui, c'est improbable. Déjà parce qu'il veut une protéine précise, alors que pour l'origine de la vie, tout ce qu'on veut c'est des protéines, ou des molécules qui ont des fonctions. Là, même chose, j'ai eu une fission finaliste, j'ai voulu mon abbé, mais pas un autre être vivant. J'aurais raisonné dans l'autre sens en partant de générations ultérieures en calculant le nombre possible de descendants différents. J'aurais trouvé un très grand nombre, mais j'aurais pas trouvé un seuil d'impossibilité cosmique. Voilà. L'abbé a une vision finaliste, en plus d'essentialiste, et c'est pas inclus dans la démarche scientifique. Il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de fin en soi en science. Accessoirement, vous pouvez tester. Voilà, ça c'est ma table. Je suis très loin quand même de la masse volumique moyenne de l'univers. Vu que l'univers est principalement composé de vide, on est très proche de la masse volumique du vide, dans le calcul de l'abbé. Or, sur Terre, mon environnement, il est un peu plus dense, il y a un peu plus de contenu, la masse volumique est plus élevée. Du coup, faire le calcul de la chance d'apparition des protéines en partant de la masse volumique moyenne de l'univers, donc du vide, ça n'a pas de sens. Autre écueil du raisonnement de l'abbé. Il ne se place pas dans le bon milieu. Ah, c'est ballot. Bon, une petite coupure pour aller me réparer les doigts. Ah oui, bien. Oh là là, on fera gémir les violons au-dessus d'un viandox, d'accord? Oui, je sais, c'est n'importe quoi. C'est comme ces probabilités, ce seuil cosmique d'impossibilité.